Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire du dimanche matin sur Radio J qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants de la semaine, Michel Taubman, politique internationale, Michel Gurfinkel, valeurs actuelles. Nous aurons un dialogue à deux voix sur le projet de réforme de la justice qui déchaîne les passions en Israël et provoque une vague de manifestations comme il n'y en a jamais eu. Et puis dans la seconde partie, Eri Deluca de passage à Paris, qui voit son œuvre réunie en quarto chez Gallimard, sera notre invité. Michel Gurfinkel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous attendons Michel Taubman qui va arriver d'un moment à l'autre. Ce projet de réforme de la justice qui divise la société israélienne, on va essayer avec vous d'en comprendre les détails. Est-ce que c'est le fond qui est en cause ou est-ce que c'est la manière dont le gouvernement s'y prend ? Je crois qu'il y a le fond, et sur le fond, il y a déjà des divergences d'opinion considérables. Il y a ensuite les aspects techniques de la réforme, sur lesquels il y a beaucoup de discussions ou beaucoup de refus de discussion. Et enfin, je dirais qu'il y a à l'arrière-plan de tout cela autre chose, c'est-à-dire que clairement, de la part de l'opposition actuelle, il y a la tentation d'utiliser cette crise pour faire tomber le gouvernement Netanyahou et probablement amener Israël vers de nouvelles élections. Et du côté de la coalition actuelle, il y a la tentation d'utiliser la réforme du système judiciaire pour, on va dire, éliminer, effacer ou au moins minorer des problèmes judiciaires qui touchent le Premier ministre lui-même ou un membre important de la coalition, comme le député Aryeh Deri. Aryeh Deri, le député du Chasse, Aryeh Deri. Le député du Chasse qui devait être ministre et que la Cour suprême a retoqué d'une certaine manière. Je propose, si tu es d'accord, simplement de reprendre un petit peu les 3 points que j'ai examinés sur la question de fond. La question de fond est la suivante. Israël a un système depuis 1992 totalement exceptionnel en matière de pouvoir des juges au sein de l'État et de la société. Quand je dis exceptionnel, c'est pas pour faire un compliment, c'est pour dire plus exactement que c'est sans comparaison possible avec ce qui se fait dans tous les autres pays démocratiques occidentaux. Et énormément de gens en Israël, depuis 30 ans, ont eu tendance à dire que le système était en train de dériver et qu'il était nécessaire d'introduire un certain nombre de garde-fous. En un mot, en 1992, on a étendu les prérogatives de la Cour suprême israélienne et ce qui s'est passé par la suite, c'est que des présidents de la Cour suprême, en particulier le plus célèbre d'entre eux, Aaron Barak, qui a été en place pendant très longtemps, ont progressivement utilisé cette loi pour donner à la Cour suprême israélienne des pouvoirs sans comparaison avec ceux que des organisations du même type peuvent avoir aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays très libéraux en la matière. Et en réalité, ce que beaucoup de critiques du statut actuel de la Cour suprême disent, c'est que le pouvoir judiciaire en Israël a eu tendance à empiéter, voire même à supplanter les deux autres pouvoirs du pays, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Un très grand nombre de juristes israéliens ou étrangers
y compris des juristes de haut niveau qui se situent plutôt politiquement à gauche, ont exprimé des doutes ou des critiques vis-à-vis de cette dérive. Le gouvernement actuel propose donc de changer le système et de faire que le système ressemble davantage à ce qui se fait dans d'autres pays, c'est-à-dire que le judiciaire s'occupe des questions judiciaires et n'empiète pas sur l'exécutif ou sur le législatif. Ça, c'est le Alors, on va faire réagir dans un instant Michel Taubman là-dessus, mais un point quand même pour qu'on ait une vision claire des positions des uns et des autres. La coalition gouvernementale est derrière M. Netanyahou et derrière M. Yair Levin. Est-ce que pour autant, une réforme de cette ampleur, car j'imagine quand même que vous estimez, Michel Gorfinkel, que c'est une réforme de grande ampleur. Est-ce que une réforme de cette ampleur et qui touche au cœur des institutions peut être prise à une simple majorité? C'est une question qui peut se poser. Ce n'est pas une réforme de grande ampleur, c'est une correction de grande ampleur d'un système qui, de l'avis évidemment de la coalition gouvernementale, mais de l'avis de beaucoup d'experts juridiques dans le monde, a commencé à dériver. Est-ce que une telle réforme peut être faite par la Knesset dans l'état actuel du système politique israélien? Oui, oui. Israël est un pays, tout simplement, une démocratie parlementaire. Des décisions capitales sur l'avenir d'Israël ont été prises par la Knesset dans des conditions analogues. Les accords d'Oslo ont été votés dans des conditions analogues, avec des conséquences tout à fait importantes sur l'avenir du pays. Alors, Michel Taubman, je vous résume en deux mots ce qui vient d'être dit. Premièrement, cette réforme, elle était nécessaire parce que y avait un pouvoir excessif de la Cour suprême. Et deuxièmement, oui, on peut faire passer une réforme de ce type. C'est pas une réforme de grande ampleur. On peut la faire passer par une simple voie de majorité à la Knesset. Alors d'une part, moi je ne nierai pas le problème, c'est qu'effectivement, il y a un problème institutionnel en Israël avec une seule chambre, une Knesset donc, qui à la majorité simple dispose de tous les pouvoirs, un président de l'État qui est élu par la Knesset, donc qui est aussi un représentant de la Knesset, et le seul contre-pouvoir, c'est cette Cour suprême. Donc, bien évidemment, il y a quelque chose qui est devenu aujourd'hui problématique. Donc, personnellement, je pense qu'il n'est pas scandaleux de changer les institutions, de faire des réformes, et je me mets à la place des gens qui ont voté pour la coalition. Ils sont assez choqués que le suffrage universel ne puisse pas tout décider. Mais la réalité, elle est plus complexe. C'est que, d'une part, je le disais, en Israël, il n'y a qu'une source, il n'y a pas de contre-pouvoir. En France, on a un président de la République qui est élu au suffrage universel. On a des députés qui souvent coïncident avec le président de la République, mais ce n'est pas du tout une obligation. Il découle d'un autre scrutin. On a un Sénat, on a un Conseil d'État, on a un Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel découle effectivement du pouvoir politique, et ça c'est vrai, ça c'est un argument qui est vrai, mais ces membres sont désignés par trois sources de pouvoir différentes. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République, ce qui assure un Conseil constitutionnel pluraliste. Donc ça, c'est sur le fond. On peut discuter du fond, mais la question n'est pas aujourd'hui sur le fond, elle est sur la méthode et sur la forme. Il y a aujourd'hui un pays qui est profondément divisé. Il y a aujourd'hui en Israël une majorité d'électeurs, y compris des électeurs de droite, qui désapprouvent non pas forcément le principe d'une réforme, mais la manière dont cette réforme se fait, je dirais, au forceps. Et il y a aujourd'hui des gens de toutes opinions, et surtout des gens qui viennent de la droite, qui désapprouvent cette réforme. Donc je pense que
si on veut être concret, la voie de la sagesse, c'est celle qui est ouverte par le président de l'État, le président Herzog, qui propose qu'une réforme soit faite, mais que la réforme soit faite sur une base plus consensuelle. Et il y a des gens du Likoud, des gens extrêmement représentatifs du Likoud, comme le député Delstein, qui a été le président de la Knesset, qui propose aujourd'hui qu'on s'aligne sur la position du président Herzog et qu'il y ait un dialogue entre majorité et opposition pour élaborer un autre texte. Et c'est ça, me semble-t-il, la voie de la sagesse. La société est divisée. Les manifestations de rue à Tel Aviv, à Haïfa, à Jérusalem ont donné lieu aussi à des débordements. Pour autant, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'on peut leur appliquer, comme le fait M. Ben Gvir, l'étiquette d'anarchiste? Michel Gurfinkel. Il y a des débordements. Je laisse à M. Ben Gvir la responsabilité des termes qu'il emploie. Ce qui est clair, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Israël et lorsqu'on est engagé dans un dialogue avec des Israéliens d'un côté ou de l'autre, c'est l'espèce de situation paroxystique où le pays est tombé. Vous vous rappelez bien entendu la fameuse caricature qui avait été faite en France au moment de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé, avant, après. N'en parlons pas, ils en ont parlé. On est exactement dans la même situation, et je crois que le principal danger pour la démocratie israélienne... Vous voulez dire que les familles sont divisées là-dessus? Les familles sont divisées, tout le monde est divisé. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a dans une très grande partie de la population actuellement une sorte d'incapacité tout simplement d'écouter l'adversaire et d'entrer dans une discussion rationnelle, raisonnable. Je crois que le danger numéro un pour la démocratie israélienne aujourd'hui, ce n'est ni la Cour suprême ni la réforme de la Cour suprême, c'est cette situation où un côté ne parle plus à l'autre côté. Alors, pour répondre aux remarques de Michel Taubman, je m'empresse de dire que plusieurs de ces remarques sont tout à fait pertinentes et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il y a un point très important. Nous sommes dans un processus législatif. Dans un processus législatif, il y a plusieurs lectures. Il y a un texte passe en commission. Une fois qu'il est adopté une première fois, il peut être discuté, il peut être amendé. Normalement, c'est ce qui se passe avec tous les projets de loi. Ce qui se passe, en revanche, dans le cas actuel, c'est que, a priori, comme on dit en hébreu, dechatrila, a priori, l'opposition a vu dans cette affaire la possibilité de monter une déstabilisation du gouvernement actuel et donc a engagé une campagne d'une violence inouïe et parfois, je dois dire, n'ayant aucun rapport avec le problème réel que l'on discute, avant même que la moindre discussion ait commencé à la Knesset sur cette question-là. Donc, moi je crois que, premièrement, le président Herzog s'est révélé dans cette crise comme une personnalité absolument exceptionnelle, une personnalité dont on a absolument besoin en Israël. On rappelle qu'il est venu de la gauche, qu'il a été le candidat de la gauche face à Netanyahou il y a quelques années. C'est un homme qui a fait la preuve de son patriotisme, de sa volonté d'amener les différentes composantes politiques. On va parler de la position de Herzog et des propositions qui sont les siennes. Mais là-dessus, donc, est-ce que les manifestants sont des anarchistes, Michel Taubman? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'élément le plus provocateur, l'élément le plus déstabilisateur se trouve au sein même du gouvernement. Et je parle de M. Smotrich. Ce qu'a dit M. Smotrich hier, qui est ministre des Finances et qui est aussi, accessoirement et curieusement, et parce que c'est des compétences très différentes, en charge des questions civiles dans les territoires occupés ou disputés. M. Smotrich, parlant des événements qui sont produits à Hawara.
et, dans ce village palestinien l'autre jour, où suite à Il a dit qu'il faut les anéantir, voilà, en s'adressant à l'armée. Hein, c'est-à-dire, oui, alors le problème, c'est que ce monsieur, Bezalel Smotrich, qui est ministre du gouvernement israélien, il a dit... les gens qui sont allés, non seulement il a dit au début qu'il comprenait que les gens soient allés sous le coup de la colère brûler des dizaines de maisons et blesser et tuer un Palestinien, ce qui a été réprouvé par tout le monde. Même le général en charge du secteur, qui vient du sionisme religieux, donc il n'est pas un gauchiste, a parlé de pogrom. Bon, donc cet événement épouvantable, Smotrich a dit, en fait, ce n'était pas aux gens de le faire, c'est à l'État de prendre en charge l'anéantissement de ce village. C'est à l'État de détruire ce village. Suite à ça, les États-Unis, par la voie officielle du porte-parole, lui ont tapé sur les doigts. ont demandé au gouvernement israélien, au Premier ministre, de désavouer son ministre. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut admettre qu'au sein du gouvernement israélien, il y ait quelqu'un qui tient des propos de ce type-là. Normalement, il devrait démissionner, il devrait être exclu du gouvernement, ce qui évidemment remettrait en cause toute l'architecture de cette coalition. Mais il y a, dans un système proportionnel, il y a d'autres coalitions possibles. Le Likoud, qui n'est pas un parti d'extrémistes, pourrait très bien gouverner, et avec des partis avec lesquels il a plus de proximité qu'avec ces extrémistes de droite. Je pense au parti de Benny Gantz, au parti de Lapid. Mais là, il faut, si on veut empêcher que la maison brûle, il faut... il faut se débarrasser des pyromanes et des incendiaires. Et Smotrich et Ben Gvir sont les deux pyromanes et les incendiaires de la société israélienne aujourd'hui. Alors, vous voulez répondre, mais brièvement, parce qu'il y a d'autres questions. Michel Gurfinkel. En un mot, Smotrich et Smotrich, Ben Gvir et Ben Gvir, du côté des opposants à la réforme, et je regrette qu'on ait fait cet amalgame entre la réaction aux événements d'Awara, d'une part, et le problème de la manifestation, des manifestations contre la réforme judiciaire et du caractère qu'elle revêt. Il faut savoir que parmi les opposants à la réforme judiciaire, nous avons l'ancien Premier ministre Olmert, qui a encouragé les gens qui pensent comme lui à prendre leurs fusils, leurs revolvers et aller se battre contre le gouvernement. Nous avons l'ancien conseiller juridique du gouvernement. Il faut savoir ce que c'est que le conseiller juridique du gouvernement. C'est une personnalité qui, à lui tout seul, est l'équivalent du Conseil d'État. Monsieur Mandelblit, un homme religieux avec une barbe blanche et une kippa. Cet homme dire il n'y a même pas à discuter sur cette loi, la Cour suprême doit simplement casser cette loi, dire que cette loi n'existe pas et nous devons en finir de cette manière-là. L'ancien conseiller juridique du gouvernement... L'ancien, hein, c'est pas l'actuel. C'est l'ancien, mais il a été sous Netanyahou, qui est en train de dire que la Cour suprême a effectivement le droit de casser n'importe quelle loi qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire que la Cour suprême a un pouvoir constituant. En d'autres termes, là, c'est deux actes politiques qui viennent du cœur même du mouvement d'opposition à la réforme, qui viennent du cœur même de la gauche et du centre, et qui ne méritent pas le nom d'action de protestation démocratique. Alors, comment on sort de là? Parce qu'il y a aussi d'autres problèmes. Il y a aussi un aspect sécuritaire avec l'application de la peine de mort aux djihadistes. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette loi est déjà votée ou pas? Et je voudrais en arriver à ma question. On voit bien que le président de l'État, Yitzhak Herzog, prend conscience des graves dangers de fracture. Est-ce qu'il a encore la possibilité d'intervenir? Michel Gurfinkel. Le président n'a pas de pouvoir, mais il a une influence. Dans le cas actuel, je pense que Herzog a la personnalité et les capacités de contact qui lui permettraient d'agir au maximum de son influence. Je ne pense pas que lorsqu'il a pris la parole il y a une dizaine de jours pour demander à tout le monde de s'engager dans la voie du compromis
et de la discussion commune, je ne pense pas qu'il ait agi sans en avoir conféré d'abord avec le Premier ministre. Donc je crois qu'il y a une possibilité très réelle de sortir du paroxysme actuel, et je pense que Herzog est l'homme qui pourrait véritablement le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore arrêter cette machine infernale? Oui, qui peut encore arrêter cette machine infernale? C'est très simple, c'est la partie de l'opposition qui vient de la droite, c'est-à-dire c'est Gideon Sa'ar et son parti. On ne peut pas dire que Gantz vient de la droite, mais disons son parti peut-être plus compatible avec la droite qu'un autre. Lapid, certainement pas. Lapid a montré qu'il est trop content de surfer sur la crise actuelle. Donc, effectivement, il y a une possibilité qui existe d'un aménagement de la coalition actuelle. On peut s'orienter vers une coalition de salut national comportant le Likoud, une partie peut-être. Surtout compte tenu des menaces iraniennes qui se font de plus en plus précises. Il y a énormément de raisons. Michel Taubman, vous avez 2 minutes, parce qu'on arrive au terme dans le cadre de la Knesset actuelle, si on veut une solution politique, il est légitime que le Likoud, qui est le premier parti en nombre de sièges, avec 32 sièges, ait la tête de cette coalition, d'une nouvelle coalition. C'est une coalition démocratique débarrassée de l'extrême droite. Mais se posera la question de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou a trop menti, a trop trahi, a trop déçu les uns et les autres, y compris ses alliés d'extrême droite, qui sont les premiers aujourd'hui à lui reprocher de ne pas appliquer le programme les accords qu'il a conclus avec lui. Et je voudrais dire une différence fondamentale entre le gouvernement actuel et celui qui l'a précédé. Celui qui a précédé, avec Bennett et Lapid, était aussi insulté, menacé de mort. Les députés, les ministres, vous voyez leur maison assiégée, et ce n'est pas bien que ça vienne d'un côté ou de l'autre. Mais Bennett et Lapid avaient fait alliance avec un parti islamo-conservateur et avec les partis de gauche. La différence, c'est que le Meretz était au gouvernement, mais le programme du gouvernement, ce n'était pas immédiatement un État palestinien. Smotrich est au gouvernement, mais il n'est pas sur un strapontin. Le programme de Smotrich et de Ben Gvir est au cœur du programme gouvernemental, et c'est bien ça le problème. Merci à tous les deux, Michel Gurfinkel, Michel Taubman. On marque une pause. Et le 4K revient dans un instant. Radio J. Le 4 quarts politique. Radio J. Shlomo Malka. Le 4 quarts de la semaine reçoit aujourd'hui un invité spécial qui fait sa propre actualité. Les éditions Gallimard viennent d'éditer l'ensemble des œuvres choisies dans la collection Quarto. Et puis les éditions Gallimard aussi publient son livre Grandeur Nature. Eri De Luca, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Itinéraire rassemble tous les grands textes déjà publiés en français, auxquels se surajoutent des inédits qui n'avaient pas encore été traduits de l'italien jusqu'à présent, des pièces de théâtre, des textes sur Naples. On y trouve aussi quelques bouts de poèmes, dont celui qui ouvre ce quarto, j'attache de la valeur, et je voudrais en lire un court extrait. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir un cri, à demander la permission avant de s'asseoir, à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. C'est quand même, Eri De Luca, une hypothèse sérieuse que vous envisagez à propos du créateur. Oui, c'est une hypothèse, mais j'attache de la valeur à l'hypothèse. Même si cette hypothèse, je ne la partage pas, parce que je suis non-croyant. Mais je suis quelqu'un qui lit dans l'ancien hébreu, et donc je reste à côté, comme quelqu'un qui habite hors de l'accampement.
Alors, quand on revisite l'ensemble de l'œuvre qui est réunie ici, on se rend compte de la cohérence de cette œuvre, que vous parliez de votre enfant, de votre amour de Naples, de votre passion pour la montagne, de votre attrait pour la Bible hébraïque. C'est le même écrivain qui parle. Oui, c'est le même, parce que on est défini par une singularité pour une individualité, mais chacun de nous est une petite foule, et plein de personnes qui cohabitent. Et plus que je vieillis, et plus que la foule va se multiplier, parce qu'avec moi sont tous les absents, tous ceux qui sont disparus, et où ils se trouvent? Ils se trouvent dans l'antichambre à côté de moi. Et souvent, ils me font me rendre des visites. Donc, je suis très nombreux, je suis devenu très nombreux. Une petite foule qui va accroître son numéro. Alors, à ceux qui cherchent à percer le mystère de cette œuvre qui est la vôtre, vous répondez en citant le traité des Pères, « Il ne t'appartient pas d'achever l'œuvre, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. » C'est-à-dire, on cherche à comprendre, vous écrivez sous contrainte? Non. Non. Ça regarde mon activité de citoyen, de quelqu'un qui vient du XXe siècle. Ça veut dire cet immense siècle qui a écrasé une grande partie des vies personnelles, individuelles, qui a détruit les familles, qui a séparé les parents des fils, comme ça. Et donc, il y a dans ce siècle des tâches, des engagements que j'ai pris, mais sont des engagements géants que j'ai pris. Et donc, ce n'était pas fait pour ma taille. Je sais et je savais d'être insuffisant à réaliser la tâche et à remplir mon devoir. Mais quand même, je ne pouvais pas me soustraire. Et donc, cette phrase sage du Pirkei Avot est la formule, le format de mon engagement. Alors, ce qu'on apprend de nouveau, même ceux qui vous connaissent bien, on le découvre dans la préface assortie d'un album de photos. On apprend que vous possédez dans votre chambre des objets qui n'ont d'importance que pour vous. L'un, c'est une frise de pierre ramassée dans les décombres de la bibliothèque de Sarajevo. Et l'autre est un boulon à tête carrée ramassé sur le balast du camp de Birkenau en Pologne. Dites-nous pourquoi ces deux objets comptent tant pour vous. Je suis allé dans les années 90, souvent comme chauffeur de convoi d'aide dans la guerre de Bosnie. Donc, je me suis trouvé souvent dans Sarajevo. Et je suis arrivé à Sarajevo exactement après la destruction de la grande bibliothèque de Sarajevo. Il y avait de la neige, il était couvert de décombres. Et j'ai tiré de sous la neige ce morceau, ce petit morceau de pierre détruite. Et je l'ai amené avec moi. Et l'autre, le boulon de Birkenau, parce que j'étais là dans l'avril de 1993 pour le cinquantenaire de l'insurrection du ghetto. Je suis allé d'abord à Varsovie, après je suis allé à Cracovie, où à côté de Cracovie, il y a le champ de Vernichtungslager, le champ d'anéantissement de Birkenau-Brzezinska. Je suis entré là et c'était une journée d'avril sombre, couverte. Il y avait un peu de pluie. Je me suis promené là-dedans. Je suis entré dans un de ces baraques, désormais vides, mais qui est resté tel quel. Je me suis assis sur un bois de cette baraque et je suis endormi. Et après, je me suis réveillé et c'était comme s'il était passé 50 ans. Mais j'étais quelqu'un qui avait le privilège de se réveiller là-dedans. Donc, avec cette idée de ce réveil en tête, je me suis promené, je suis allé sur le chemin de fer, à l'intérieur, et c'était tout délabré, tout abandonné, et j'ai retiré ce boulon de fer, d'acier de la... Qu'est-ce que sont mon petit musée du XXe siècle. Ça veut dire que pour moi, prendre un fragment me permet de reconstruire l'entier. À travers un fragment, je construis tout ce qui manque.
c'est ce que je fais aussi avec mon écriture. Parfois, ma mémoire me donne un fragment que j'ai oublié, et alors je suis si surpris et heureux de ce fragment que je me mets à écrire sur ça, et je fais réanimer en lieu des endroits, des personnes. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin du fragment. Et aussi toute l'histoire du Tanakh est une histoire de fragments, de chérite, d'un reste qui va reconstruire l'entier. Il y a une grande majorité qui vient détruite et il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste, un reste qui résiste. Ce qu'on appelle She'erit Israël. Qui résiste, et donc de l'art est partout. On découvre au passage que vous avez appris parce qu'on feuillette l'album d'Eri De Luca, et on découvre au passage que vous avez appris à gratter sur une guitare classique commandée par votre mère pour vous quand vous étiez adolescent. Il y a une photo qui l'atteste. Je dois vous dire que vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à Georges Brassens. On vous l'a déjà dit? Non, mais ma mère... mais vous jouez du Georges Brassens? Oui, j'ai joué de Georges Brassens. Oui, je le connais par cœur. Oui, je l'ai admiré, et je l'admire encore. Et une fois, il m'avait demandé quelle chanson voulez-vous écouter, et j'ai dit, mais faites-moi écouter la chanson pour l'Auvergnat. Il n'y a que cette femme qui aide, oui, qui donne de l'aide comme ça pour fraternité, pour simple humanité. Donc, ma mère, je suis de Naples, et ma mère m'obligeait à être quelqu'un qui chantait de la musique, des chansons napolitaines. Donc, elle m'a voulu apprendre la guitare. Et qu'avec cette guitare, j'ai aussi fait des spectacles avec le chanteur Gian-Maria Testa. Gian-Maria Testa, qui était avec lequel on a fait des centaines de soirées ensemble. En jouant un spectacle qui s'appelait Quichotte et les Invincibles. Oui. Alors, on s'est trouvés ensemble un jour dans un restaurant yiddish à Tel Aviv, et vous avez chanté à ce moment-là, je me souviens plus, mais c'était des chansons yiddish que vous apprenez et que vous maîtrisez tout à fait. Aussi. Oui, c'est vrai. J'ai voulu apprendre des chansons yiddish. Alors, vous avez, Eri De Luca, 2 passions, la ville de Naples et la Bible. Alors, vous dites que vous écrivez sur la ville les jours impairs et sur la Bible les jours pairs, à moins que ce ne soit l'inverse. Non, mais il y a, dans mes éditions, il y a un décalage entre un récit et un effet secondaire de ma lecture. Ça veut dire des petits commentaires, des petites retrouvailles que je fais quand je le lis en ancien hébreu. Vous cueillez aussi dans votre carnet de poésie, là je voudrais faire un petit coucou à Paola, qui est d'habitude avec vous, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là cette fois-ci, mais on lui fait un petit coucou si elle peut nous écouter de là où elle est. Et donc vous cueillez dans votre carnet de poésie un vers que vous offrez à votre compagne: que le vin retourne à la grappe, que le pain retourne au grain, et nous deux, à la première fois où nous avons prononcé chacun le nom de l'autre à voix basse. C'est magnifique. Si, je dis Paola, mais est-ce que c'est Paola? Si, c'est Paola. Voilà. Paola Porrini. Absolument. Ma présidente. Votre présidente, parce qu'elle est présidente de la fondation Eri De Luca. Vous vous levez tôt, mais ça, on le sait, tous les matins, et vous tournez les pages d'un livre dont vous effleurez les lettres hébraïques et dont vous dites qu'elles sont votre obstination et votre intimité. Oui, mon obstination, parce que je préfère employer ce mot plus pratique et plus simple au lieu de constance. Non ? La constance est quelque chose de plus élevé. Donc je suis un obstiné plutôt qu'un constant.
Et mon obstination dépend du fait que, à travers le travail ouvrier qui m'a engagé pour 20 ans, j'avais besoin de trouver quelque chose pour moi avant de me faire arracher toutes les forces de cette journée. Donc, j'ai commencé à lire et à faire des lectures le matin très tôt avant d'aller au travail. Et ça m'a donné cette discipline de l'horaire et de la lecture. Et donc, c'est par abstination et après, parce que ça a été mon intimité. Dès que c'est combiné, lié à tous mes réveils. Il m'a donné une forme de bonheur de me lever tôt tous les matins de ma vie ouvrière. Donc, c'était une chose à laquelle j'éprouve de la gratitude envers cet ancien hébreu. Et donc, je me permets de prendre avec l'ancien hébreu ce terme d'intimité. Alors, j'ai lu, vous le savez, beaucoup de vos livres, presque tous vos livres, et la parution en quarto permet de relire, mais j'ai une faiblesse pour les premiers. Ici et maintenant, livre magnifique d'exégèse, Monte d'Idio, évidemment, la ville, le quartier de Naples où vous êtes né, Un nuage comme un tapis. C'est là que vous dites, je crois, dans Un nuage comme un tapis, que vous dites pour la première fois, j'étudie l'hébreu, je lis la Bible. Oui, c'est ça. J'ai commencé il y a une moitié de la vie à acheter une petite grammaire d'ancien hébreu et à m'introduire dans ce mystère, dans le mystère. Ça rejoint la discussion qu'on avait juste avant d'entrer dans le studio, la grammaire. Il faut toujours en revenir à la grammaire et il ne faut pas s'échapper de la grammaire. De la grammaire ni du sens littéral. Voilà, il faut partir du sens littéral. Après, vous pouvez vous amuser et construire ce que vous voulez, mais il ne faut jamais quitter le sens littéral du texte. Dans mes traductions, j'essaie d'être le plus littéral possible en italien. Donc, je calque aussi le format de la phrase du Tanakh. Ça veut dire d'abord le verbe et après le sujet. Vayomer Elohim. Et dit Elohim, non et Elohim dit, pour moi. C'est comme ça. Donc j'ai cette scrupule d'être le plus littéral possible, oui. Parce que toutes les autres traductions... D'ailleurs un livre sur Et il dit, qui s'appelle Et il dit, Vaïkra. Vaïkra, Et il dit. Oui, mais dans la vérité c'est Et dit-il. Et dit-il, oui. Vayomer. Alors, je reviens un peu en arrière à ce que vous disiez au début de cet entretien sur le Créateur. Vous le dites d'ailleurs, vous ne faites pas partie des croyants. Vous ne savez pas prier, vous ne savez pas pardonner, vous ne savez parler de Dieu qu'à la troisième personne, en écrivant lui en caractère minuscule, jugeant que celui qui ne croit pas n'a pas droit à la majuscule. Vous dites ça avec regret, vous regrettez de ne pas être un croyant? Non. Non, je ne regrette pas. C'est une constatation. Je ne peux pas me tutoyer la divinité. Donc, m'adresser directement à la divinité. Donc, j'emploie pour la divinité ce nom assez commun, divinité. Je ne peux pas dire Dieu. Parce que Dieu, c'est le nom privé entre le croyant et son interlocuteur majeur. Donc, je dis divinité. Ça veut dire que c'est une traduction de Elohim, parce qu'il y a aussi des Elohim Acherim, il y a aussi des autres divinités. Mais vous avez décidé quand même d'accompagner ceux qui... Vous n'êtes pas croyant, mais vous accompagnez ceux qui croient. Oui, je fais confiance. Vous dites d'ailleurs, je ne suis qu'un lent grappilleur. Expliquez-nous cette expression, je ne suis qu'un lent grappilleur. Je passe après les moissonneurs. Je passe sur le champ après les moissonneurs. Donc, je grappille ce qui reste. C'est une métaphore pour moi pour trouver ma place. Ma place, c'est après les moissonneurs. Alors vous, en tout cas, il y a aussi dans le livre, je voudrais qu'on dise un mot quand même du livre Grandeur Nature, parce que c'est un livre où vous explorez les relations parents-enfants. C'est le problème de la filiation qui vous intéresse ou c'est le problème de la transmission?
Sur la transmission, je ne suis pas sûr. Je crois d'avoir appris par mes parents, pas des leçons de conduite, pas des leçons d'éducation, mais plutôt leur comportement. Leur comportement m'a donné l'urgence de répliquer ou de réagir à leur comportement. Donc c'est à travers les exemples qu'on peut accepter ou rejeter le comportement des parents. Ce qui m'a fait commencer ce recueil de récits a été un portrait du père de Marc Chagall. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme m'avait demandé de choisir une œuvre et d'en écrire. Et donc je me suis trouvé face à ce portrait du père de Marc Chagall fait par Marc, qui est un de mes peintres préférés. Et donc le fait qu'il a peint son père, pas parce qu'il était là en face de lui, non, parce qu'il a peint son père en mémoire, par cœur, parce qu'il était distant 1000 kilomètres. Et donc cet acte de filiation, de tendresse et aussi d'essayer de se justifier avec son père, m'a donné le déclic pour faire venir à cascade toutes les autres relations entre père et fils, entre parents et fils. Je reviens à cette expression de je suis un lent grappilleur. Vous citez pour finir un livre appelé Siracide, un des livres, dites-vous, de l'Ancien Testament, mais qui n'est pas entré dans le canon, comme le vendangeur. Je vous cite: moi aussi, qui ne suis qu'un lent grappilleur, j'ai rempli la cuve. Vous avez vraiment rempli la cuve? Ma cuve, oui, parce que ma cuve est petite. C'était facile de la remplir. Elle n'est pas si petite que ça. Hein? Il y a un talmudiste que j'aime qui, quand je fais des expressions comme ça, il me dit ne te amoindris pas trop parce que tu n'es pas si grand. Oui, c'est une expression que j'aime beaucoup aussi. Alors, je ne savais pas que vous aviez accepté d'être le lauréat du prix Max Kuckerman. Et je fais un petit coucou à nos amis Roger Kuckerman et Henri Kuckerman. C'est un prix qui couronne quelqu'un qui s'est adonné à l'apprentissage du yiddish. Et c'est votre cas. Et je ne savais pas que vous aviez accepté. Si j'avais su, j'aurais invité les Kuckerman avec vous. Oui, j'ai reçu cette nouvelle, cet honneur énorme. J'ai tout simplement fait un acte de réparation. J'ai imaginé de faire un acte de réparation en apprenant le yiddish, cette langue détruite et rendue muette. Donc, le fait qu'on me donne qu'on me reconnaisse cet acte de réparation, c'est une énorme surprise pour moi, un honneur. En napolitain en plus. En napolitain, quelqu'un qui reconnaît une secrète relation entre le napolitain et le yiddish. Mais je l'expliquerai au moment du prix. Eh bien, écoutez, on y sera et on viendra vous applaudir parce que c'est un prix tout à fait mérité. Alors, j'ai donné tout à l'heure mon choix, puisque quand on voit l'ensemble de votre œuvre réunie, on est forcé de faire un choix. Et moi, j'ai dit quels étaient mes livres préférés, Pas ici, pas maintenant, le tout premier, Monté d'Idiot, évidemment, et comme un tapis. Nuage comme un tapis. Un nuage comme un tapis. Mais vous-même, quel est celui de vos livres que vous chérissez le plus? Le fait est que, pour moi, c'est toujours le dernier que je viens d'écrire. Parce que tous les autres étaient les meilleurs dans le moment où je les écrivais. Et alors, ça vaut aussi pour le dernier, que je viens de publier maintenant en Italie le mois de mai. Il y a un nouveau, et je suis lié
affectionné au dernier. C'est toujours comme ça. Oui, vous dites d'ailleurs, vous dites que chacun de nous, quand il feuillette les Saintes Écritures, est le dernier venu des lecteurs. Chacun de nous passe entre les lignes comme entre les vignes déjà cueillies qui ne nous appartiennent pas, mais auxquelles nous sommes admis parce que, étant les derniers, nous sommes les plus pauvres et pourtant un reste de sagesse est encore à portée de récolte pour celui qui parcourt attentivement le chemin que le vendangeur et les générations précédentes ont déjà parcouru. Même au dernier des lecteurs, il est donné d'ajouter une note aux commentaires infinis. Oui, c'est comme ça. C'est une constatation que nous sommes. Je suis le dernier, mais je sais que je suis tout de suite l'avant-dernier parce qu'il y aura toujours un dernier lecteur. J'avais un maître qui ne commentait jamais les textes directement et qui commentait toujours les commentaires du commentaire, c'est-à-dire le rachi. Et vous m'avez dit un jour, je passe par rachi pour traduire. Quand je dois traduire de l'hébreu en italien ou en français, je passe par rachi. C'est lui qui vous ouvre les portes. C'est lui qui me donne la confiance pour pouvoir, pour être dans son sillon. J'essaie de suivre sa façon de regarder le texte et l'expliquer. Et donc, dans mes traductions très littérales, j'ai besoin du maître majeur du sens littéral qui était Rachi. Merci Éric De Luca, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous étiez notre invité ce matin pour les œuvres choisies dans la collection Quarto chez Gallimard et pour aussi Grandeur Nature également chez Gallimard. C'était le 4 quarts de la semaine. Bon dimanche à tous.